Ah oui, cette distinction a tout à fait un sens. Après, ça dépend un peu de ce qu'on met sous les deux concepts, mais et ça, la plupart des enseignants sont au courant, par exemple, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des psychologues scolaires. Vous savez, par exemple, que l'analyse des performances intellectuelles se sépare selon deux grands champs qui sont l'intelligence, je dirais, formelle et l'intelligence concrète. Donc, ça a un réel sens. On peut manipuler des abstractions, on peut travailler avec du langage, on peut aussi travailler avec des supports qui sont davantage visuels et non langagiers. On s'en sert d'ailleurs en rééducation. Un enfant dysphasique qui n'est pas du tout compétent sur le langage et qui est en échec sur beaucoup de choses qui ressemblent à du scolaire peut avoir une vraie intelligence, un très bon niveau d'intelligence et par exemple être champion aux échecs. Mais il sera incapable de structurer un discours correctement ou de raisonner avec des mots de manière pertinente. Mais en termes spatial, en termes d'image, il sera tout à fait capable de le faire. Donc ces différences correspondent à une réalité physiologique qui n'est bien entendu pas toujours tranchée. La plupart d'entre nous ont des compétences à peu près homogènes dans les deux domaines. Mais c'est une réalité qui peut être très différenciée chez certains. Et donc, les points forts peuvent être tout à fait du côté de ce que vous dites de l'intelligence concrète. Et notre travail, ou le travail des enseignants, serait effectivement de, le plus possible, mettre les enfants qui ont ce type d'aptitude en réussite plutôt qu'en échec, en les sollicitant sur les items où ils sont le moins compétents. Alors après, est-ce que je ne connais pas vraiment le positionnement anglais ou anglo-saxon par rapport à la prise en charge scolaire. Ce que je crois en savoir, c'est que les professeurs anglais sont davantage attentifs à valoriser les points forts qu'à stigmatiser les points faibles. Et ça, c'est peut-être la grande différence avec notre culture d'enseignement chez nous. Je pense que chez nous, on pointe beaucoup les fautes. Chez les Anglais, enfin les Anglais, je ne sais même pas si les Américains sont dans le même registre, mais chez les Anglais, ce que j'ai cru repérer, c'est qu'ils valorisent beaucoup ce qui fonctionne. Donc de ce côté-là, peut-être effectivement, lorsqu'ils voient qu'un enfant n'est pas extrêmement performant sur l'intelligence abstraite traditionnelle et peut-être un petit peu plus cerveau gauche pour dire des choses très, très massives et binaires, doivent valoriser peut-être beaucoup plus ce qui fonctionne et construire beaucoup plus ce qui fonctionne. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, je parlais tout à l'heure de la dysphasie, mais c'est ce qu'on fait de manière générale dans les rééducations. Il ne sert à rien de travailler sur des fonctions déficientes ou absentes. Par contre, on peut contourner l'échec en s'appuyant sur les points forts. Pour donner un ordre d'esprit, un ordre d'idée, ou une image pour illustrer, jamais, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, en répétant et en recommençant 1000 fois, jamais vous n'arriverez à apprendre à un aveugle de naissance ce que sont les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de travailler sur des fonctions ici absentes ou bien mal ficelées. Par contre, on peut obtenir des résultats extrêmement forts en travaillant sur les points forts de l'enfant ou de l'adolescent. Et en plus, on le fait passer d'une dynamique d'échec répétée à une dynamique de succès, et c'est encourageant pour poursuivre la démarche de travail. C'est les principes généraux de rééducation, mais ils peuvent être déclinés, je pense, heureusement, dans les stratégies éducatives de l'éducation nationale ou de l'éducation privée avec les élèves ordinaires.